Bonjour Sylvie Defraoui. Vous êtes active dans le champ de l'art contemporain depuis toujours. Et plutôt que vous présenter, je me suis dit que le mieux c'était de le faire par d'autres mots qui l'ont fait très bien. Et donc j'ai repris ce texte de Chantal Prodhomme, qui était membre du jury du prix de la Fondation Lénartz que vous avez eu en 2017, et qui écrivait, lorsque vous avez reçu ce prix, ce texte que je trouve très juste et très beau: Sylvie Defraoui a inlassablement développé un regard curieux, parfois rêveur ou amusé, mais toujours très précis sur les mondes qui l'entourent. Son travail résulte de rencontres d'images, d'indices, de cultures et de générations diverses qu'elle questionne sans relâche en jouant habilement sur l'échelle du temps. Photographie, vidéo et installation traduisent ces mondes recomposés où les juxtapositions d'images donnent de surprenantes pistes de lecture. En outre, elle a su tisser des liens forts avec les artistes qu'elle a formés ou rencontrés. Ce rôle de passeur et de mentor, exigeant et bienveillant, a marqué plusieurs volées d'artistes qui ont ensuite poursuivi avec succès leur chemin. Fin de citation. Vous avez déterré un texte que j'ai oublié. Et parmi vos élèves, il y a justement Marie-Josée Burki. Effectivement, je suis entrée aux Beaux-Arts avec une éducation très classique. J'étais étudiante à l'université à Genève, la Haute-Seine, Béatrice. Et mon arrivée dans vos ateliers m'a ébranlée, disons, m'a littéralement retournée. Je débarquais avec la tête pleine de l'histoire des guerres puniques, de la destruction de Carthage, comment Carthage avait été rayé de la carte, du long voyage d'Hannibal, de son armée et de ses éléphants de l'Espagne à travers les Pyrénées, le passage des Alpes dans la neige, le froid pour gagner Rome. Et Chérif connaissait tout ça. Et dans vos ateliers, j'ai appris que, disons, on pouvait hybrider les formes, les images, qu'on pouvait les manier, les arranger pour tenter de produire quelque chose qui, à l'époque, ressemblait vaguement à un début de pratique artistique. Alors pour cet entretien, nous nous sommes dit avec Marie-Josée que le mieux, c'était tout simplement de partir de vos œuvres. Et donc, pour commencer, Marie-Josée a souhaité choisir l'extrait de cette vidéo Plis et replis, qui est une vidéo de 2002. Ce sont des images de guerre, de conflits sociaux, bref, des images de la violence du monde. Mais ce qui me frappe, c'est l'usage que tu fais du son. La matérialité du papier est vraiment présente. Elle est dans cette vidéo comme mise en évidence. Et il me semble que dans ton travail, l'image est toujours prise dans une dimension matérielle. Que les vidéos sont prises sont souvent dans des contextes, disons, plus installatifs. Alors, cette vidéo-là en particulier pas, mais il me semble que dans ton travail, dans votre travail, l'image est toujours prise dans sa dimension physique. Et je me demandais si tu pouvais dire quelque chose là-dessus ou si ça te semblait un peu... Non, il y a une raison, je pense. C'est que le début de la vidéo, en fait, toi, tu sais ça mieux que moi, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'enregistrement. Après, quand il y a de l'enregistrement, l'enregistrement se voyait dans un meuble, ce qu'on n'a absolument jamais suivi, parce que la place de l'image, justement, si on parle déjà de circulation, la place de l'image est extrêmement importante. Et voir une image, quelle qu'elle soit, un film, une vidéo, n'importe quoi, une photographie, à l'intérieur d'un meuble quelconque, ça ne nous convenait pas. Comme le cadre quelconque non plus ne convenait pas. On n'a jamais imaginé notre travail comme une fenêtre sur le monde, non. Et donc, on a fait très longtemps des films super vite, en loupe. On avait des petits projecteurs loupe et on pouvait projeter ça n'importe où. Et ce qui est très important, toujours encore dans le travail photographique et dans tous les travaux, c'est qu'une image n'existe pas seule pour moi. Une image, elle est toujours associée à un support, à une autre image, et dans notre mémoire, bien que beaucoup de peintres aiment avoir une image
parfaite, unique, profonde. Moi, je désire le contraire. Je désire une image qui montre que dans notre cerveau, la superposition est constamment là. On est toujours en train de penser à une chose, mais en même temps, il y a une autre juste derrière et elle prend. C'est un mouvement de va-et-vient entre plusieurs pensées, plusieurs images. Et donc, la projection de la vidéo me convient incroyablement bien. Donc, on projette sur un écran. Mais souvent, justement, la première vidéo, je crois qu'on a fait ensemble, c'était la projection sur la boule de cristal sur une table. Donc, carrément une projection de haut en bas sur une action qui se faisait. Voilà. Et donc, c'est la place de l'image, en fait, qui fait qu'il y a peu de vidéos telles quelles pour téléviseur. Il y en a 3, 4 comme ça. Ça veut dire Oui. qu'en fait, il n'y a pas d'image virtuelle chez vous. Ben, on dit parfois que la vidéo, ce n'est pas une image matérielle parce qu'elle peut être… Ah non, exactement. Dans ce sens-là, il y a une image peut-être virtuelle, comme une ombre qui passe, mais elle tombe sur quelque chose, oui. Juste. Et pour rester dans la question des images virtuelles, alors, il y a des images virtuelles, entre guillemets, qui n'apparaissent pas beaucoup dans votre travail, même si très probablement vous les utilisez. C'est les images numériques. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, elles apparaissent? Est-ce que vous avez parfois envie de les matérialiser et de faire comprendre qu'il s'agit d'images qui sont stockées de manière numérique? Et puis, est-ce que par ailleurs, vous avez l'impression que depuis l'arrivée de l'image numérique, votre travail a changé et votre manière de laisser les images venir à vous a changé? Oui, certainement. Forcément, le matériel, les techniques, comme entre le film, la vidéo et tout ça, la photographie analogique numérique, ça change certainement. J'ai résisté un bon moment parce que je travaillais énormément avec des diapositives qui se projettent. Et là, c'est terminé. Et une projection par ordinateur, c'est plus ou moins l'horreur. Mais bon, actuellement, je l'utilise tout de même. Donc, le pixel est rentré dans mon travail très fort. Oui. Tu as dit quelque chose sur l'ombre, en fait. Et tout à coup, en t'écoutant, c'est vrai que dans votre travail, il y a souvent des ombres, qu'elles soient réelles, en fait, enfin réelles, on les voit dans le travail, ou les ombres des mains qui manipulent les images. Et cette présence de l'ombre, est-ce qu'on peut dire que c'est comme une… Bon, j'exagère un peu, enfin, je rêve un peu, mais est-ce que c'est comme l'ombre de l'histoire ou comme l'ombre de quelque chose qu'on n'arriverait pas à voir? Non, la lumière existe à cause de l'ombre et vice-versa, c'est certain. Et puis, l'ombre est une chose extrêmement importante déjà dans le langage, parce qu'il y a tout de même, si on regarde déjà l'histoire, il y a des faits extrêmement importants qui sont dans l'ombre et qui ne sont absolument pas considérés. Et donc, lumière et ombre, qu'est-ce qu'on met en lumière et qu'est-ce qui est à l'ombre, c'est absolument capital dans tous les domaines de la vie. Et donc, je pense que même en art plastique, c'est une chose qui doit être présente. Elle est toujours là, quoi. On va passer à une autre série qui est celle que vous avez intitulée avec Chérif La route des Indes. C'est une série que vous avez réalisée en 1978. Il s'agit d'assemblage complexe de photographies, d'une liste de mots qui était en fait la liste des objets de pacotille que Colomb échangeait avec les Indiens. Donc en fait, c'est constitué comme ça de photographies, d'objets. Et au fond, c'est comme des petites boîtes de… Au fond, aujourd'hui, les artistes travaillent beaucoup sur l'idée de la collection, de l'archive, etc. Et dans ton travail, il y a parfois des images qui reviennent, mais j'ai jamais la sensation qu'il s'agit de collection, en fait. Jamais. Non, parce que c'est une chose tout à fait… Bon, les choses sont toujours un peu liées aux circonstances de la vie. On a vécu, quand on faisait ce travail, on vivait en Espagne. Et je veux dire, on ne connaissait pas encore le terme de globalisation, de mondialisation. Ce n'était pas encore à cette époque-là quelque chose de vivant, mais c'était quelque chose qui était extrêmement présent en politique, comme on dit, la Wirtschaft, en industrie, en partout. Et je veux dire, on le sentait très fort dans un pays comme l'Espagne, qui était pauvre, qui est toujours relativement pas très riche. Et à l'époque, on voyait cette différence absolument incroyable de l'américanisation, des choses qui
qui étaient que des déchets qui arrivaient là, etc. Et donc, on a fait ce petit travail sur une plage de Barcelone, parce qu'en effet, il y avait la mer, il y avait les bateaux qui passaient avec les touristes, ou je ne sais pas qui, et puis il y avait en effet tous les déchets amenés par la mer. Et quand on pense aux déchets amenés par la mer, on pense à aller de l'autre côté aussi, trouver un autre pays. Donc, Christophe Colomb, c'était relativement évident. Et en fait, c'était peut-être le premier envahisseur dans cette mesure-là. Et puis, on fait toute l'histoire de Christophe Colomb. Lisons son journal. Moi, j'ai beaucoup aimé son journal, qui est aimé, je ne peux pas dire, mais il est extrêmement il éclaircit énormément sur les intentions, bien sûr, de la conquête. Et cette conquête, on cherche de l'or et on donne des perles en verre en échange. Et tous ces mots qui sont pris dans le journal du Christophe Colomb, on en a cité quelques-uns. On a pris de l'autre côté ce qui est arrivé en Espagne, les images de la télévision, de stars, de faits politiques et autres, et puis les images qu'on trouvait les images, plutôt les objets qu'on trouvait sur la plage, c'est-à-dire des vieilles sandales, des ballons, des jouets, des animaux morts. On les a pas pris parce qu'on ne peut pas les conserver dans les boîtes, mais enfin, toutes sortes de déchets qui étaient rien. Et l'amalgame, ces choses, faisait en effet cette collection qui est simplement une sorte de constat de cette époque-là, sur cette plage, et quelques pensées à propos de cette globalisation qu'on trouvait déjà pas très géniale à l'époque. En même temps, il y a un élément assez étonnant dans ce travail. Alors oui, effectivement, vous présentez la circulation des objets clairement comme quelque chose comme un échange raté, une espèce de manipulation, un échange menteur des uns par les autres. Et en même temps, il y a quelque chose de très touchant dans ce travail. On a l'impression d'avoir affaire à des boîtes à trésors. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans et en ce moment, elle est dans l'époque des boîtes à trésors. Et là, on a un peu l'impression de ça, qu'un enfant est passé sur la plage, qu'il a pris ce petit morceau de ballon, puis cette tétine ou cette bouteille ou quelque chose comme une boîte à souvenirs aussi. Et est-ce qu'il y avait de cette intention aussi dans votre travail? J'imagine qu'à base de la conquête même, à l'époque, il y avait le rêve. Il y a toujours ça. N'est-ce pas? Il y a toujours, de toute façon, toute chose a son côté lumière et son côté ombre. Et dans ces boîtes, on ne choisit pas, on ne juge pas. Je veux dire, j'ai horreur de faire un travail moral. On constate cette plage, à ce moment-là, c'était ça. Et dans nos têtes, en effet, il y avait le journaliste Christophe Colomb et le soir, on regardait la télévision. C'est aussi simple que ça. Et si on pense à la pièce Faits et gestes, il y a une tension incroyable entre ces iris, ces fleurs très belles, mais en même temps presque un peu, ils ont presque un côté un peu artificiel malgré tout. Et puis ces images de catastrophes, de désastres écologiques. Et il y a ces deux espaces, ces deux lieux, ces deux idées du monde qui cohabitent, une tension, une confrontation incroyable. Non ? Oui, et je pense que c'est complètement, je le sais bien, mais c'est une position, je ne sais pas, qu'on a toujours eue. Tu sais bien qu'on n'était pas non plus très paternaliste, très didactique. Tout ce côté-là, je déteste ça. Et donc, moi, j'imagine, je fais appel à l'intelligence du spectateur. Et si le spectateur passe devant, eh bien, il aura vu une image. Et puis, s'il regarde l'image et s'il s'est pensé, eh bien, il verra qu'il y a en effet des catastrophes écologiques qu'on voit très, très bien, qui sont piquées dans les journaux, parce que les pixels, enfin, les travaux sont très grands, on ne le verra pas à la télévision, peut-être dans une image, mais ils sont immenses. Donc, de près, on ne voit absolument plus rien du fond de cette horreur, on ne voit plus rien. On voit que des pixels. Quand on est plus loin, on arrive à voir de quoi il s'agit. Par contre, la plante, enfin l'iris en allemand, ça dit Schwertlilie, c'est déjà un nom très guerrier pour une fleur. Et si on regarde pas seulement les iris, mais toutes les fleurs de très près, ce que je fais, eh bien, elles sont extrêmement agressives. Une fleur est d'une douceur incroyable, mais d'une agressivité inouïe dans sa construction et d'une perfection guerrière, disons. Et j'avais envie de mettre cette soi-disant douceur en très, très grand devant ces pixels qui se perdent. C'est aussi, en quelque manière, d'autres positions en Europe et surtout en Suisse. J'ai grandi tout de même pendant la dernière guerre encore. J'ai encore vu de loin le jardin de mes parents, les bombardements de l'autre côté du lac de Constance. Et je veux dire, j'arrive en tant que Suisse, pas oublier qu'on vit dans un monde absolument protégé. Et ce monde protégé, on connaît l'autre monde
assez peu par les voyages et les vraies expériences, mais surtout, en effet, par les informations et par les images. Et donc, j'ai énormément travaillé avec les images de presse, et parce que c'est les images de presse, en fait, qui nous amènent les choses. Mais encore, il faut les comprendre, les mettre à leur juste place, et on ne sait pas où est l'empathie vraiment, si on peut en avoir à travers une image, etc. Donc ça, c'est un thème qui me poursuit depuis toujours, c'est-à-dire cette connaissance des choses à distance. On va passer à une autre série maintenant qui s'appelle Zeichen der Veränderung de 2001, que vous appelez aussi en français indice de variation. Et là, pour le coup, on ne part pas de la nature. Vous êtes parti de paysages industriels ou post-industriels de l'Espagne. Moi, d'abord, je suis très intriguée par ce titre, indice de variation, quand on travaille sur le changement des images. Qu'est-ce que vous vouliez dire et qu'est-ce que vous voulez encore que ces images nous disent? C'est-à-dire, c'est vrai qu'en Espagne, on est tout le temps dans un paysage qui change à toute vitesse. On construit, on déconstruit. C'est un pays avec un passé agricole énorme. Sur une des deux images, vous avez en effet une très vieille maison qui va tomber en ruine très bientôt. Et c'était au début, quand on la connaissait, cette maison-là, c'était la jolie baraque d'un paysan qui cultivait ses champs, etc. Donc, les choses changent à toute vitesse. Et d'autre part, j'ai pris ces images-là, il y a une assez grande série, pas seulement l'Espagne, mais d'autres pays aussi, c'est comme des images de tourisme. Au début, c'est une image intéressante pour un touriste. Et j'écris toujours des petits textes avec mes images. Et là, j'ai écrit un petit texte assez court qui dit simplement à peu près, on regarde cette image et on pense qu'une seconde après, tout pourrait changer. Ça pourrait changer parce que je me détourne et je pars, ou ça pourrait changer parce que le monde s'écroule. Donc, c'est ce sentiment que les choses sont extrêmement provisoires quand on les regarde. C'est ça que je voulais exprimer. Bien qu'on a l'impression que cette usine, elle va être là pour des siècles, elle ne l'est pas. Un paysage, le paysage change à toute vitesse avec les pelles mécaniques. Tout change, je veux dire. Et ces petits tremblements dans les images, c'est simplement ça. Voilà. Alors, on va passer à une autre série qui, là, parle plutôt de choses qui ne se détruisent jamais. Ces lieux de mémoire, ces lieux qui restent dans le cœur, dans l'affect, dans la mémoire. Donc, c'est une série de projections que vous avez faites en 1976 avec Shérif. Dans, si j'ai bien compris, la maison que vous habitiez alors en Espagne. On voit ces carrelages magnifiques avec ces motifs géométriques noir et blanc, ou peut-être d'autres couleurs, puisque là, les photos sont en noir et blanc, dans lesquelles vous avez projeté des images de cinéma, probablement du cinéma des États-Unis. En effet, c'était l'époque où on vivait en Espagne. En effet, la censure était totale encore. Et il y avait des énormes marchés aux puces, surtout avec beaucoup d'images, et des images interdites aussi. Et on vendait des toutes petites enveloppes vraiment minuscules avec des films 35, des coupures de films probablement, qui comme ça se passe dans les cinémas, il y a 2-3 images en trop, quelque chose comme ça. Donc ces coupures de films et de starlettes, donc, elles se vendaient au marché aux puces, pas tellement bon marché. Les gens les regardaient comme ça, à travers la lumière, et ils voyaient les stars hollywoodiens. On s'est dit, en définitive, c'est tellement le rêve de tous les Espagnols, ces images-là, qu'ils ne le voient pas dans leur cinéma, qu'ils ne voient nulle part en photographie non plus. Donc, ils les vendent au marché aux puces comme déchets. Et ces déchets, on les a projetés dans notre maison, qui est une maison ancienne aussi, qui est pleine d'histoires qu'on ne connaît pas, qu'on invente. Et on s'est dit, voilà, quelque part, ces images-là, c'est peut-être les vrais habitants de cette architecture-là. Et c'est juste cette idée-là qui était à la base. Mais en fait, j'ai l'impression que dans votre travail, les histoires, elles sont aussi toujours comme des ombres, elles sont toujours en arrière. Vous ne racontez pas des histoires. Aujourd'hui, les artistes, beaucoup d'artistes aiment raconter des histoires, soit raconter des histoires dans le travail, soit raconter beaucoup d'histoires autour du travail. Et chez vous, il y a... les histoires ne sont jamais racontées, ne sont jamais données, elles sont comme des fantômes, comme des ombres. Et finalement, cette maison, on n'en sait pas grand-chose. On voit juste qu'elle est ancienne. Mais le film aussi, il est retenu, il est comme suspendu. Et ça, c'est quand même
c'est quand même une chose extrêmement frappante dans votre travail. C'est que les histoires, elles sont toujours là, mais jamais racontées, jamais données. Mais je vais plus prendre des exemples. Je ne sais pas, il me vient juste l'ancienne peinture espagnole, Goya, Velázquez, etc. Tu ne connais pas l'histoire, tu la connais peut-être, si tu es historien, mais tu vois des très, très belles robes, tu vois des très belles images, et tu t'es obligé de penser, de réfléchir par rapport à ces images. C'est pour ça qu'elles sont, c'est pas seulement parce que la peinture est belle, mais elles sont intéressantes pour ça. Et j'espère, enfin, encore une fois, je n'ai pas envie d'expliquer chaque fois toute une image. Je n'explique volontiers la fabrication, comme je le fais maintenant, mais je veux dire, la juxtaposition des choses devrait susciter quelques réflexions. Voilà. Une autre série maintenant, assez étrange et qui se fait un petit peu, qui contraste avec les autres œuvres, en tout cas celles dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est Algèbre de 1988. Et on voit un objet, quelque chose comme du texte. Le texte est tronqué, mais il n'est pas tronqué comme on le tronquerait quand on mettrait un extrait des dictionnaires. Là, il est coupé par le bas. Le mot algèbre, il vient en effet du mot arabe chirurgie, al-khebra, et donc c'est un mot qui veut simplement dire, pour moi, très simplement découpe. Mais à part ça, le texte coupé, vous voyez peut-être en haut, il y a une image dans une assiette, et c'est une image de marc de café dans une assiette. Premièrement, il y a ça. Après quoi, il y a en effet le texte coupé. Cette image dans une assiette devrait amener les gens peut-être à se dire, voilà, il faut déchiffrer ou deviner quelque chose. Et on a fait plusieurs travaux, pas mal, je ne sais plus quel était le premier, ce n'était pas le premier, ça, avec des textes coupés, en se disant toujours, bon, pour nous, je pense on est fini. À vrai dire, je reviens sur votre histoire circulation des images. La première fois que j'ai entendu ce thème sur lequel vous voulez parler, je me suis dit, l'image, elle est dans la tête, elle n'est pas ailleurs. L'image, si on la voit, on la perçoit, et au moment où on la perçoit, on la formule. Et pour moi, c'est ça une image. Je suis presque obligée, pas toujours des mots très clairs, mais elle est tout de même enregistrée dans notre cerveau par des concepts, par des mots, par une organisation qui est la nôtre. Et c'est très important. Et donc, ça a à faire avec l'écriture. L'écriture, on la lit. Et l'écriture, on la lit sans jamais la regarder. Et en définitive, il y a des artistes comme Winer, etc., qui ont eu magnifiquement des très belles écritures de couleurs avec des signes à côté en scène. C'est absolument un travail formidable, mais ce n'est pas le nôtre. Et je me suis dit, à base de chaque image, à base de chaque écriture, il y a une image tout de même. Une lettre, c'est une image aussi. Et pour montrer ce rythme et pour montrer en définitive comme le chapiteau d'une colonne, si vous voulez, on a gardé le haut des lettres et on a coupé. Mais ce n'est pas une devinette, parce que si c'est un texte, par exemple, qu'il faut défricher, enfin, ici, les textes, c'est simple. Je crois que l'un, ça veut dire... C'est en espagnol, malheureusement, donde se juntan las alas de la noche, c'est des métaphores. Où est-ce que se joignent les ailes de la nuit? Les ailes de la nuit, c'est une métaphore. Et l'autre, c'est, je crois, qu'est-ce qu'il y a au fond, qu'est-ce qui se passe au fond du monde. Oui, voilà, qui passe al fondo del mundo. Et ça c'est des choses qu'on dit comme ça, mais qu'on dit en l'air quelque part, qu'on lance comme une image aussi dans le monde. Et donc cette image, elle est ici coupée en bas. Si vous êtes dans cette exposition où il y a ce travail, vous voyez une petite étiquette avec la phrase correcte écrite que vous pouvez lire, mais le texte, vous pouvez le regarder. Et cette idée de regarder un texte, je trouve c'est important. J'aime bien ça. Alors, La querelle des images de 1985. Ce genre de série, c'est du pain béni pour l'historien de l'art parce qu'il peut dire plein de choses. Il peut faire plein de relations avec toute l'histoire des avant-gardes qu'il connaît. Moi, j'y vois des morceaux de pop art, de bande dessinée, des morceaux aussi de référence, bien sûr, au travail de Kandinsky, notamment ce passage que vous avez intitulé Jaune, rouge, bleu. Je ne sais pas si vous pensiez au tableau de Kandinsky qui est au Centre Pompidou, qui s'appelle exactement Jaune, rouge, bleu et qui date de 1925. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête quand vous aviez fait ça?
Et en même temps, je suis très intriguée par ces morceaux, ces bandes noires sur fond blanc que vous avez inscrites, et puis aussi par la composition générale, où chaque élément est en dialogue avec les autres. Alors Sylvie, je vais t'aider là, je veux dire les sources. Premièrement, la date est tout de même importante. C'était en effet en plein néo-géo. Oui. Et le néo-géo, c'était quelque chose qui envahissait, je crois, pas seulement la Suisse. La Suisse, c'était effrayant. Et c'était un mouvement artistique qui était pris très, très au sérieux. Et on a commencé l'enseignement, je crois, 15 ans avant que le MAMCO existait. La Genève était une ville déserte, totalement déserte. Mais enfin, je ne reviens pas sur l'histoire. Seulement à Genève, le néo-géo a pris une place primordiale dans la bourgeoisie. Il n'y avait plus que ça. Et puis, il y avait les gens qui regardaient les comics. Beaucoup, les comics circulaient. Là, notamment, c'est des comics espagnols qu'on a trouvés Warsham Plus. Et c'est d'anciens comics qui sont en eux-mêmes assez beaux. On a juste couvert le titre avec la couleur. Et puis, c'est tout. Et on les a photographiés, arrondis et mis aussi, c'est des scanachromes, c'est un travail assez cheap, si tu veux dire, sur toile grossière. Et on les a exprès tronqués et non pas montrés en tableau, mais c'est une espèce de continuité. Et puis c'est pour ça qu'il y a la coupe en biais. Et puis on les a mis sur un fond qui appelle un peu le néo-géo, qui appelle en tout cas cette construction à base de lignes droites, des images, voilà. Et c'est tout. C'est comme une plaisanterie, c'est une sorte. On l'a fait aussi, ça c'est peut-être un des rares travaux qu'on a fait pour une exposition de cette immense salle qui était celle du Centre d'art contemporain de Toulouse à l'époque. Et puis on nous avait invités. Je crois que l'exposition s'appelait Autour de Barcelone. On avait trois très grandes salles, il fallait les remplir, on a fait ce travail. Voilà, il existe pour ça, mais je ne le renie pas du tout parce que c'est comme un statement d'un moment comme ça. Voilà. Mais ça, c'est peut-être une chose intéressante aussi à noter, c'est que votre travail, il a toujours été, et dans le bon sens du terme, solitaire. Vous n'avez jamais été... c'est vrai, maintenant je me souviens en fait, j'étais étudiante, le néo-géo à un moment donné, tu as raison, c'était partout, il n'y avait plus que ça, et c'est ce qu'il fallait faire. Et puis avant, il y avait ce qu'il fallait faire. Et quand je me souviens à la vidéo, quand j'ai commencé, il fallait faire des bandes vidéo et pas des installations, ce que disait la doxa des gens qui s'occupaient de la vidéo à l'époque. Et vous nous avez appris à ne pas faire ce qu'il fallait faire. Et votre travail, il est comme ça. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Vous n'avez jamais fait ce qu'il fallait faire. Ce qui fait qu'il est incroyablement inclassable. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Béatrice, la pièce, elle date de 88, c'est ça? Oui, peu importe. Les années 80, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Béatrice peut être très titillé par cette pièce-là. Et donc, il y a quand même... voilà, il y a quand même une espèce de permanence quelque part dans l'existence de ce que tu décris comme étant peut-être un peu une réponse ironique à une situation. Alors il faut qu'on termine notre entretien. J'aimerais terminer sur cette cartographie des contrées à venir qui, si j'ai bien compris, résumerait votre travail avec Chérif. C'est comme ça que vous avez voulu l'appeler. Moi, je m'intéresse beaucoup à la cartographie artistique, à la géopolitique de l'art depuis un siècle, et en même temps à cette espèce de discordance permanente des temps qu'il y a dans les œuvres. Il y a des œuvres qu'on voit aujourd'hui et qu'on interprète avec le temps d'hier ou le temps d'hier aujourd'hui, et on a l'impression parfois que les images d'hier nous parlent d'aujourd'hui, alors que les artistes hier n'avaient pas ça en tête. Je trouve très fort ce titre, Cartographie des contrées à venir, parce qu'en général, on dirait plutôt l'inverse. On cartographie le passé, ou de même, vous parlez d'archives du futur. Les archives, elles parlent du passé. Est-ce que c'est dans cette perspective que vous avez pensé ce travail, avec cette idée que les œuvres parleront et diront des choses que vous n'aviez pas pensé dire, ou que vous les laissez parler, et qu'en même temps, déjà par ce travail, vous faites une archive de demain
qui parle déjà aujourd'hui de demain. Et peut-être, je réponds d'abord sur la dernière remarque, c'est-à-dire les archives du futur. Je vous avais dit avant que quand on a décidé de travailler ensemble, c'est une décision, c'était un moment, on a écrit ce petit texte que ça s'appellerait dorénavant tous nos travaux fait par l'un ou par l'autre, appartiendrait aux archives du futur, qui serait comme un voyage à travers l'histoire et les histoires. On avait écrit à l'époque, etc. Et donc, je pense que c'est assez important de savoir que archives du futur, c'est un non-sens. À l'époque, les gens trouvaient ça complètement ridicule. Maintenant, on commence depuis quelques années à parler énormément d'archives, mais ceci n'est pas une archive comme des archives d'images ou autres. C'est simplement, on se dit, il y a le passé, c'est l'archive quelque part. Il y a le présent qu'on connaît. Et puis, à le futur, en connaissant bien le passé et le présent, le futur, il est devinable, plus ou moins. C'est ça, les archives du futur, rien d'autre. Comme notre travail se passe sur ce qu'on sait et sur ce qu'on voit. Et donc, c'est ça, les archives du futur. Et à travers ces deux choses, nous, on pensait, on se dit, on découvre des choses pour demain. Et je crois que ce n'est pas si faux que ça. Si on regarde le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier, on peut imaginer comment ça va évoluer. Et maintenant, pour la boule de cristal et les cartographies des contrées à venir, c'était beaucoup plus restreint. C'était en effet la première installation vidéo qu'on a fait ensemble. On voulait tout renverser. C'est pour ça que le projecteur, il est suspendu au plafond. Il tombe sur une boule de cristal qui notoirement devrait dire la vérité ou l'avenir. Et puis, il y a des cartes qui ne sont pas des cartes de tarot, mais qui sont des moments de l'histoire de l'art. Il y a les maisons du Corbusier, il y a définitive la victoire de Samothrace, il y a des choses de toutes les époques qui se croisent et les cartes sont posées chaque fois différemment. Chaque fois, la maison du Corbusier se trouve à côté d'un autre truc et ces deux choses parlent ensemble. C'est juste ça. C'est-à-dire les époques se mélangent et les pensées se forment dans des combinaisons différentes et non pas dans les combinaisons prescrites. Voilà.